Cette vidéo est dédiée aux gens trop gentils. Ces gens qui te disent que leur plus grand défaut, c'est d'être trop gentil, c'est de trop donner et après ils se reprennent le retour de bâton violemment en pleine face. J'en ai fait partie, même si j'ai longtemps voulu le nier et je vais t'expliquer exactement pourquoi j'étais dans le déni par rapport à ça. Pour ceux qui s'intéressent, dans cette vidéo, j'aime beaucoup me baser sur le livre No More Mr. Nice Guy de David Glover et l'avoir le courage d'être soi-même par Kishimoto et Ishidebe. Je crois que c'est ça. Désolé si j'écorche le nom, je les afficherai. Pendant une grande partie de mon adolescence, on pouvait me considérer comme un people pleaser ou un nice guy. Je définirai ces termes un peu après. Pourquoi? Parce que j'étais quelqu'un de très gentil, de très généreux et je n'en démordais pas. Je n'étais pas un nice guy ou un people pleaser, j'étais juste quelqu'un de fondamentalement gentil, de fondamentalement bon et c'est pas quelque chose que j'avais envie de changer par rapport à moi. Du coup, définition, qu'est-ce qu'un nice guy selon le docteur Glover? Un nice guy, c'est la définition la plus compliquée des deux, ce serait quelqu'un qui a une tendance à s'oublier. C'est quelqu'un qui crée facilement une dépendance dans sa relation à l'autre. C'est quelqu'un qui va toujours faire quelque chose, il va faire ses actions gentilles, mais avec une action cachée, avec une attente cachée, avec quelque chose, une idée derrière la tête. Donc en français, donc dans les expressions red pill, ça peut correspondre au mec needy, au bêta et ce genre de sobriquet très subtil comme toujours. Et donc je tombais plus dans cette catégorie que dans l'autre qui était celle des people pleasers qui est un peu différent, les conséquences sont les mêmes, le comportement est le même, mais ce qui se passe en interne est un peu différent. Un people pleaser, c'est quelqu'un qui va agir en priorité pour préserver, on va dire, son image de soi. Il va baser ses actions uniquement sur qu'est-ce que ça fait ressentir à l'autre, sur comment l'autre va le recevoir. Ce qui fait qu'il n'est jamais réellement lui-même parce qu'il se base toujours sur qu'est-ce qui va plaire à la personne avec laquelle je suis en train de parler. Ok, ça lui plaît, donc je vais être ça. Et avec une personne préfère B, bah, je vais être B pour cette personne parce que c'est ce que cette personne veut. Son comportement est souvent motivé par la peur d'être qualifié d'égoïste, de méchant, voilà, d'être, on va dire, moralement mis au pas, mais elle est aussi motivé parfois par une peur de la solitude, une peur d'être rejeté. Évidemment, les deux peurs sont connectées, mais selon votre profil, vous êtes plus l'un que l'autre. Et en fait, et basé sur cette définition, c'est pour ça que je refusais de dire que j'étais un people pleaser, parce que factuellement, je ne l'étais pas. Mes actions n'étaient pas basées sur le fait de vouloir plaire à l'autre, mais plus basées sur le fait de leur faire plaisir. Mais quand un truc me faisait chier, bah, je ne le faisais pas. Le problème, c'est que j'étais quelqu'un qui était très tolérant, je ne me mettais pas en colère facilement et il y avait beaucoup de choses que j'acceptais parce que fondamentalement, réellement, ça ne me dérangeait absolument pas et ça ne me dérangeait absolument pas d'avoir quelque chose en retour. Pourquoi c'était un problème pour moi? C'est parce que en fait, j'étais quand même dans cette catégorie de nice guy qui en fait traitait les autres mieux qu'il se traitait lui-même. C'est-à-dire que j'avais certes mon désir sincère de vouloir faire plaisir aux autres, de vouloir faire en sorte que mon entourage, que les gens que j'aime soient bien, ce qui est un comportement tout à fait naturel selon moi, mais je ne me prenais pas en compte dans ma prise de décision. En fait, je ne me disais pas à quel moment c'est le mieux pour moi. Est-ce que oui, j'ai envie de faire plaisir, mais je ne me posais pas la question de est-ce que moi ça me fait plaisir? Est-ce que c'est ce que j'ai besoin de faire à ce moment-là? Est-ce que j'ai pas quelque chose de plus important à faire pour moi, pour ma vie, pour mon bien-être, qu'il soit physique ou psychologique? Je ne sais pas comment, je ne savais pas comment faire, je ne savais même pas qu'on devait le faire. Et c'est justement en lisant ces bouquins que ça a commencé un peu à se débloquer. Et donc maintenant, on va expliquer pourquoi c'est un problème d'être un nice guy ou un people pleaser. Bon, vous l'avez souvent déjà compris, le problème majoritaire, c'est le fait de s'oublier. C'est le fait de ne pas se prendre en compte dans ses propres décisions. C'était mon problème personnel. Parce que si tu ne prends pas soin de toi, arrivera forcément à un moment où personne ne va prendre soin de toi. Pour X ou Y raison. Parce que les gens qui t'aiment ne sont pas disponibles ou parce qu'ils n'en ont rien à foutre. Ça arrive aussi. Hein. Et du coup, dans cette dynamique-là, soit tu vas te sentir mal parce que personne ne se prend soin de toi. Et tu vas souvent aller à reprocher à l'autre de ne pas prendre soin de toi. Alors qu'en fait, prendre soin de toi, c'est ton taf. Et ça, c'est
un fait de la psychologie adlérienne qui s'appelle la séparation des tâches. J'y reviendrai un peu plus tard. Au-delà de ce fait de s'oublier, il y a aussi le fait de prendre à charge le bonheur des autres tout en oubliant le sien. Donc tu vois un peu le paradoxe ici. C'est je suis responsable du bonheur des autres et de tous les autres, c'est-à-dire que toutes les personnes qui rentrent dans mon sphère d'interaction, je suis responsable de leur bonheur, tout en ne prenant pas en compte mon propre bonheur et en espérant que tous les autres le fassent. Donc tu vois à peu près le risque que c'est, c'est-à-dire que si tu tombes sur une personne plus égoïste ou même juste une personne qui n'est pas disponible, qui n'est pas en capacité de prendre soin de toi, même si elle le voudrait, bah, ça fait que tu vas dépérir. Hein. C'est comme une plante qui donne tous ses nutriments à ses voisins, mais qui ne prend pas la peine d'en garder un peu pour soi. Charité bien ordonnée commence toujours par soi. Et oui. Donc ça, c'était le deuxième problème. Il y a aussi le troisième problème qui est ce que le docteur Glover appelle les contrats cachés. C'est le côté si j'ai fait ça pour toi, tu dois faire ça pour moi, dont je parlais un peu plus tôt. Ces contrats cachés sont du poison, littéralement un poison pour toute relation, toute interaction. Parce que tu crées un contrat, donc c'est-à-dire que tu crées des conditions, si je fais ça, la personne devrait faire ça ou doit faire ça. C'est souvent inconscient et donc c'est très toxique parce que tu mets des conditions, tu mets des attentes sur l'autre et vu que c'est caché, tu ne lui communiques même pas. C'est-à-dire que si je disais à ma partenaire, écoute, moi j'aime pas faire la vaisselle, mais pour toi je le fais, mais il faut à minima que tu me remercies pour que je continue à le faire, déjà il y a moins de problèmes, tu vois. Donc maintenant, comment résoudre tous ces problèmes? Comment résoudre les contrats cachés? Comment résoudre l'oubli de soi? Comment résoudre la non-priorisation de soi? Donc déjà, je vais revenir sur la séparation des tâches du psychologue Albert Adler. Donc lui, ce qu'il appelle la séparation des tâches, déjà ce qu'il appelle une tâche, bah, c'est une tâche, c'est une corvée, c'est quelque chose que tu dois faire et dont la responsabilité importe à l'un ou à l'autre. Et donc comment il fait pour définir ces tâches? Parce que ces tâches sont bien définies au niveau de la responsabilité. Il y a des tâches qu'on doit faire à deux, par exemple, élever un enfant, tu vois. Si on a un enfant, si toi et moi, on a un enfant, tu vois, c'est notre tâche à tous les deux, c'est de bien l'éduquer, c'est de bien le former, c'est de faire en sorte qu'il ait tout ce qu'il faut pour s'en sortir dans la vie. C'est une tâche à double responsabilité. Toi et moi, on est responsables. Maintenant, je suis responsable de mon bonheur et tu es responsable de ton bonheur. Moi, je ne suis pas, pour Adler, je ne suis pas responsable de ton bonheur et tu n'es pas responsable du mien. Pourquoi? Pour Adler, ce qui définit une tâche, ce qui définit la responsabilité d'une tâche, c'est qui subira les conséquences, qu'elles soient positives ou négatives, de l'accomplissement de cette tâche ou de la non-accomplissement de cette tâche. C'est une mentalité un peu extrême, mais à petite dose, elle peut être très utile. Je t'explique. Par exemple, dans le cas toujours de l'enfant, c'est ma tâche et à celle de ma ou de mon partenaire de m'aider à élever cet enfant. On a tous les deux la même tâche vis-à-vis de cet enfant. Donc on a aussi la tâche de l'aimer, de lui fournir tout ce dont il a besoin pour se développer normalement. Ça, c'est notre tâche. Maintenant, le gamin, même si c'est un gamin, il a des tâches aussi. Il a des tâches comme par exemple d'aller à l'école. C'est cette tâche incombe au gamin. Pourquoi? Parce que si le gamin ne va pas à l'école, c'est lui qui en subira les conséquences. S'il étudie mal, c'est lui qui en subira les conséquences. Si il ne va pas, si il va à l'école et qu'il fait bien ses devoirs, c'est de son fait et c'est lui qui subira aussi les conséquences positives. Les parents n'ont rien à voir là-dedans. Donc pour Adler, c'est le point un peu extrême, c'est qu'en tant que parent, tu pourrais en avoir rien à foutre que ton gosse aille ou pas à l'école. Par contre, c'est de ta tâche qui comprennent exactement l'enjeu de l'école, pourquoi il doit y aller. Tu as une tâche pédagogique envers ton enfant. Mais s'il a tous les éléments et qu'il dit « Ah non, je préfère miner du bitcoin », faire enough. Parce que c'est lui qui va gérer le truc. Hein. Généralement, dans une société occidentale, c'est vrai qu'on a un peu de mal avec ça parce que je fais partie des enfants qui restent de plus en plus tard chez leurs parents. Et du coup, économiquement, psychologiquement, ça a un impact sur les parents. Je le sais très bien, mais encore une fois, c'est le côté un peu dur de la psychologie adlérienne. Un parent a tout à fait le droit, vu que ta tâche c'est ton bonheur, si ton enfant devient un obstacle à ton bonheur, du point de vue adlérien, tu as tout à fait le droit de virer ton gosse et de lui dire écoute, t'es majeur, on t'a donné toutes les armes pour te démerder dans le vrai monde, t'as fait tes choix, dégage de chez moi STP. Tu vois.
ça d'un point de vue adlérien, c'est la meilleure façon de vivre. Alors, tu es sûrement en train de bondir sur ta chaise avec l'exemple que je viens de te donner, parce que c'est horrible de laisser son enfant, c'est de la négligence. Hein. C'est quoi ce bouquin qui te conseille d'abandonner tes gosses? Mais c'est aussi valable dans n'importe quelle relation interpersonnelle. C'est-à-dire que j'ai mes tâches de bonheur, de félicité, d'être un bon ami, de prendre soin des amis, d'offrir de l'aide à mes amis, mais cette aide ne doit pas devenir une interférence, une ingérence dans les tâches de l'autre. Parce que chacun a ses tâches. C'est-à-dire que tant que l'autre ne te demande pas de l'aide, et tant que toi, tu lui as bien fait comprendre que tu étais disponible, que tu étais open, que tu étais OK à l'idée de l'aider parce que tu es son ami, dans ta tâche amicale, c'est ton taf. C'est en fait être là sans être envahissant. C'est faire savoir que tu es là en cas de pépin, que tu as les capacités d'aider la personne, mais que ultimement, c'est elle qui va décider si tu es la bonne personne, si elle a besoin d'aide ou si elle a juste besoin d'être seule. Voilà. Ça, c'est pour ça, c'est vraiment le côté le plus sain et le côté important que je veux que tu comprennes. C'est des fois, par volonté de bien faire, on va imposer notre aide aux autres. On va vouloir imposer notre aide, on va vouloir vraiment forcer la personne à accepter notre aide. Et généralement, si la personne, elle nous aime et que c'est justement un nice guy ou un people pleaser, il va accepter, sachant pertinemment qu'il ne va pas écouter des conseils ou que tout ceci est une perte de temps. Donc, vous perdez tout votre temps, tout le monde perd son temps quand tu fais ça, et en pire, une aide qui n'a pas été acceptée peut devenir un autre problème, parce que l'autre doit plus gérer ses problèmes, il doit aussi gérer ton aide et comment tu vas recevoir l'aide et comment tu vas recevoir le fait qu'il reçoive ton aide, tu vois. Donc ça devient très compliqué. Donc ne forcez pas votre aide sur les gens. Je le dis parce que justement en tant que people pleaser, personne qui justement s'oublie un peu, on a cette tendance à s'abandonner dans l'amour, dans l'aide à son prochain et en fait à vouloir en fait cette espèce de relation symbiotique et à la forcer. Et ça c'est toxique aussi bien pour la personne que vous aimez que pour vous-même. Donc c'est back. Pour résumer, pour conclure, les solutions aux gens qui sont trop gentils, c'est de développer une autonomie, c'est de développer euh, le besoin, c'est de développer la capacité de prendre soin de vous-même par vous-même. Les cadeaux que vous offrez aux autres, vous les offrez à vous aussi. Ça, c'est un conseil du docteur Glover. C'est pour chaque cadeau que vous faites ou chaque service que vous rendez à votre ami ou à votre femme ou à votre conjoint, vous offrez vous-même un cadeau ou un service équivalent pour réapprendre à prendre soin de soi, réapprendre à prendre soin de soi, à s'occuper de soi et à s'aimer par des actes concrets. C'est ce qui manque à la plupart des gens trop gentils. C'est des gens qui sont gentils avec tout le monde sauf avec eux-mêmes. C'est des gens qui ne prennent pas le soin, qui ne prennent pas le temps de prendre soin d'eux, de s'offrir des massages ou n'importe quoi qui te fasse kiffer en fait. Fais ce que tu aimes faire, fais ce que tu aimerais qu'on te fasse. Voilà, littéralement. Classique. C'est tout pour moi, à bientôt.